ben, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence. J'espère que vous passez des bons moments aux amphis et que ça va continuer jusqu'à demain. Euh, oui. Donc alors, bienvenue pour cette conférence qui s'appelle Aménagement, démolition. Nos quartiers ne sont pas à vendre. D'abord, je voudrais me présenter. Donc moi, je suis Leïla Chebbi, je suis députée européenne et je suis membre au Parlement européen d'une nouvelle commission parlementaire qui porte sur le logement. J'y reviendrai plus tard. Et j'ai commencé mon engagement militant avant d'être engagée en politique sur les questions de droit au logement avec le collectif Jeudi Noir il y a longtemps, en 2006, ça ne me rajeunit pas. Mais donc où on avait différents modes d'action, notamment on réquisitionnait des immeubles qui étaient laissés vides, qui appartenaient souvent à des compagnies d'assurance ou des banques pour loger des gens dans les grandes villes et notamment à Paris. J'ai notamment participé au livret logement, au premier livret logement de la France Insoumise. Et donc je suis aujourd'hui dans mon poste de combat au Parlement européen, engagé également sur ces questions de droit au logement, parce que malgré ce que dit l'Union européenne, qui officiellement n'a pas de compétences formelles sur le logement, il y a tout un tas d'impacts sur le logement de la part de l'Union européenne et différentes choses dont je reviendrai plus tard. Mais donc pour revenir donc, au sujet de notre conférence aujourd'hui, on va parler droit au logement. On va parler démolition, on va parler reconstruction, mais on va parler donc avant tout du droit au logement. Vous savez que le droit au logement, pour la France insoumise, c'est important. C'est un droit fondamental et c'est d'ailleurs la base, le droit qui permet d'avoir accès aux autres droits sociaux. Quand vous avez un toit, un logement digne, décent, au-dessus de votre tête, eh bien, c'est ce qui vous permet d'être en bonne santé, de ne pas être malade. C'est ce qui vous permet d'avoir un travail. C'est ce qui vous permet d'avoir un toit pour vos enfants et donc de les amener à l'école. C'est ce qui vous permet de vous projeter dans la vie. Et c'est pour ça que le logement, c'est quelque chose d'extrêmement important et un droit fondamental. Ça paraît évident tout ça, et pourtant, eh bien, pour un certain nombre de gens, c'est pas comme ça qu'on voit le logement. Le logement est perçu comme un produit sur lequel on peut faire des profits, sur lequel on peut dégager une rentabilité. Et le logement, trop souvent, de plus en plus, rentre dans une logique de marchandisation, de financiarisation, et c'est ce qui mène à la crise du logement. On le voit dans les villes, et je suis bien placée au Parlement européen pour vous dire qu'à l'échelle européenne, où on a de moins en moins de logements sur le marché locatif parce qu'ils sont accaparés par les plateformes de location de courte durée, Airbnb, par exemple, dans les grandes villes, mais pas que, hein, dans le Pays Basque, dans certaines villes touristiques au bord de la mer. Et donc, des logements qui étaient dédiés à la location de longue durée passent en logement de location de courte durée. Ça fait moins de logements à louer sur le marché. Et donc, les prix des logements qui sont encore sur le marché augmentent du fait du décalage entre l'offre et la demande de logement. Et il y a cette logique donc, de financiarisation, de profit qui imprègne le logement. Elle attaque aussi le logement social. Alors que le principe du logement social, justement, c'est d'être régi par le fait de donner accès à un toit, à un logement décent, qui soit accessible financièrement. Et pourtant, les dernières politiques en matière de logement ont engendré la financiarisation du logement social. Je pense notamment à la loi Elan, je ne sais pas si vous vous souvenez. La loi Elan, c'est typiquement une mesure politique qui fait que dans le capital des offices HLM, des bailleurs sociaux, eh bien, ils ont été obligés, suite au désengagement de l'État, de faire appel à des fonds d'investissement. Et on a des fonds d'investissement qui, partout, s'accaparent nos villes et rentrent dans le logement et rendent de plus en plus accessible le logement pour les gens. Les quartiers populaires, donc, ils sont la cible de cette politique. Et on va parler de tout ça aujourd'hui avec nos invités. Ils étaient jusque-là préservés, en quelque sorte, de la financiarisation. Ces quartiers populaires, on parle des quartiers populaires en périphérie des villes, mais également dans les villes. On parlera notamment de la loi SRU qui oblige les villes à construire entre 20 et 25% en fonction de là où elles se situent de logements sociaux. Eh bien, cette loi
elle n'est pas respectée. 64% des communes préfèrent payer une amende plutôt que de respecter la loi SRU. Et quand elles respectent la loi SRU, elles construisent du logement social, mais pas du logement social pour ceux et celles qui en ont le plus besoin, mais du logement social pour les classes moyennes, du logement social plus qui se rapproche de la catégorie du logement intermédiaire. Il y a différentes catégories de logements sociaux. Et donc, on va revenir, donc, nous, ici, sur les plans de rénovation urbaine. En 2003, donc, a été créée l'Agence nationale de rénovation urbaine par Jean-Louis Borloo, avec des bonnes intentions sur lesquelles on reviendra. Des bonnes intentions qui étaient d'abord de dire il y a des quartiers populaires partout en France où il y a un problème. Ces problèmes, c'est qu'ils sont enclavés. On va les désenclaver. Ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas assez de mixité sociale. On va mettre de la mixité sociale. Le problème, c'est qu'il y a du chômage. On va faire en sorte qu'il y ait de l'attractivité économique. Et quand on fait le bilan 20 ans après la naissance de l'ANRU, on a un spécialiste ici qui va nous expliquer comment ça s'est passé réellement. Mais on constate qu'en réalité, cette agence a servi avec des milliards d'euros à démolir du logement social, à en reconstruire moins, et surtout à reconstruire du logement qui n'était pas accessible aux personnes qui habitaient avant dans ces quartiers-là, et donc à chasser les habitants. Que la mixité sociale, en fait, c'était simplement un prétexte pour chasser les plus pauvres, toujours plus loin des villes, et pour construire du logement, finalement, pour participer à la gentrification. Que l'attractivité, l'attractivité, c'était, en fait, finalement, détruire. On valorise le quartier, non pas en donnant des bonnes conditions de vie, en améliorant les conditions de vie des habitants, mais on valorise les quartiers en démolissant et en se basant sur d'autres critères économiques. La participation des habitants, qui devait être au cœur de ces dispositifs, de ces programmes de rénovation urbaine, la participation, et Diangou Traoré nous en parlera, la participation des habitants a été totalement écartée. Les projets se sont faits sans les habitants, qui, heureusement, ont pu faire entendre leur voix et se mobiliser. Et donc, merci. Donc, c'est de tout ça que nous allons parler, et tout ça donc, qui est encore un symbole, une illustration de la tension entre le droit au logement et les intérêts du marché immobilier. Et on reviendra aussi, parce que nous sommes aux amphis d'été de la France Insoumise, nous sommes un mouvement politique, on n'est pas là que pour faire des analyses, nous reviendrons aussi sur les mobilisations et la façon de renverser le rapport de force et de permettre à ce que dans ces politiques publiques, l'intérêt des habitants, l'intérêt des citoyens soit entendu. Et nous avons donc, pour parler de ça, Diangou Traoré. Diangou, merci. Oui, vous pouvez l'applaudir. Diangou, elle est habitante de Saint-Denis. C'est une grande militante du droit au logement dans le quartier du Franc-Moisin. Et elle a organisé depuis des années, elle mène la lutte depuis des années contre le mal-logement, et avec des principes, une démarche d'auto-organisation des habitants. Elle a participé à la création de Franc-Moisin Citoyenne, une association qui se donne pour but de fédérer les colères des mal-logés et les transformer en force collective d'organisation et de discussion. Et elle a obtenu des victoires. On reviendra sur tout ça avec Diangou. Et j'ai à ma droite Hassen Belmessous, vous pouvez l'applaudir aussi. Hassen Belmessous est un universitaire, il est chercheur indépendant en urbanisme. Ah, bon. Chercheur indépendant en urbanisme et écrivain. Il porte ses recherches et enquêtes sociales sur les questions urbaines et les dynamiques de banlieue. Il a publié 13 ouvrages. Et vos derniers ouvrages, c'est Paris n'est plus une fête, publié en 2024. Et vous avez également publié auparavant un ouvrage en 2022 qui s'appelait Petite histoire politique des banlieues populaires, notamment voilà, parmi vos 13 ouvrages. Je vais commencer par vous, Hassen Belmessous. Alors, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des grands ensembles avant. Donc là, je parlais de 2003, la création de l'ANRU. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de la création, justement, de ces grands ensembles, et puis nous expliquer quelle est votre analyse des programmes de rénovation urbaine. Voilà.
Merci. Alors juste une précision, c'est toujours important de savoir d'où parle votre interlocuteur. Moi, je travaille sur le fait urbain, c'est-à-dire que le fait urbain, c'est ce qui fait société. C'est-à-dire, je travaille aussi bien sur les banlieues populaires que les métropoles. Vous aviez raison de citer mon ouvrage sur Paris n'est plus une fête, qui est un ouvrage qui explique en quoi, un ouvrage de sciences politiques, en quoi Paris finalement est passé d'une ville progressiste à une ville dont l'urbanisme est orienté par le capitalisme. Et je travaille aussi sur l'extrême droite. D'ailleurs, mon prochain livre sera sur l'extrême droite, parce qu'il ne faut jamais oublier que Yves Lacoste, le géographe, disait que la géographie, ça sert à faire la guerre, mais l'urbanisme sert d'abord à faire la guerre sociale, mais ça reste finalement de la guerre. C'est intéressant de démarrer par l'histoire politique des banlieues populaires, parce que finalement, il y a une sorte de méprise de mon point de vue. Il y aurait une sorte d'âge d'or, une nostalgie finalement dont on aurait hérité à un moment où les banlieues populaires étaient des lieux qui mêlaient mixité sociale. Alors, chaque fois que je m'arrête, c'est pour vous préciser des choses. On peut, dans le débat, si vous avez des questions là-dessus, les aborder. La mixité sociale est un mythe. Est un mythe pur. On confond les échelles, on confond finalement mixité sociale, mixité raciale, mais il n'y a jamais eu de mixité sociale à l'échelle d'une ville. Donc la méprise, elle vient de ce que on présente les banlieues populaires comme étant des lieux finalement donc qui auraient bien vécu, où il y aurait une sorte de commun, où durant lesquels les gens vivaient dans une sorte de communauté un peu de béatitude. Or, quand on s'intéresse finalement à cette histoire et qu'on travaille sur les archives, comme je l'ai fait, qu'est-ce qu'on observe ? Les grands ensembles, quand ils ont été actés par un décret en 1958, d'abord ils répondaient à une demande. On était au lendemain on était dans la France de la reconstruction. Et la France de la reconstruction, c'était une France qui avait une classe moyenne qui était émergente. Cette classe moyenne, dans cette France-là, il fallait la loger. Les villes, centres, qu'elles soient Paris, Lyon, peu importe, finalement, c'était des villes qui abritaient un grand nombre de logements qui étaient insalubres. Et ces logements insalubres, ils ne répondaient plus aux normes. Il y avait des endroits où il n'y avait pas d'eau, il y avait les toilettes qui étaient sur le palier, etc. Mais bon, ça, cette histoire, vous pouvez la retrouver. Et donc, les grands ensembles, il s'est agi à travers la politique de ZUP, de zone urbaine à prioriser, de construire vite en périphérie des villes, et souvent dans des endroits qui étaient des plaines agricoles, avec une sorte de bourg de village au centre. Les exemples, il y en a de multiples. Et donc, ces logements ont été destinés aux classes moyennes au départ. Souvent des petits fonctionnaires, enseignants, institutrices, policiers, etc. Si ce n'est que quand on regarde dans les faits, ces grands ensembles étaient déjà discriminatoires dans leur politique de peuplement. C'est-à-dire que nombre de grands ensembles étaient interdits, c'est-à-dire qu'on ne laissait pas y emménager des populations étrangères. Quelles que soient les populations maghrébines, mais elles n'étaient pas nombreuses, espagnoles, portugaises, etc. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne pouvaient pas y habiter. Si on prend un des premiers exemples de grand ensemble, qui est le grand ensemble de Sarcelles, évidemment, il y avait des Européens du Sud qui habitaient. Mais très peu. Et surtout, quand je parle de logique de peuplement, c'est-à-dire qu'ils étaient communautarisés. Vous avez l'allée des Portugais, des allées, finalement, les gens, on les orientait finalement dans une sorte d'entre-soi communautaire. Et pour avancer un petit peu, les choses ont commencé finalement à être modifiées.
dès lors que les grands ensembles, parce que beaucoup ont été inaboutis, quand on regarde dans les archives, moi je pense par exemple à la ZUP de Vaux-en-Velin, commençait au début des années 1970, que déjà il y avait des difficultés, les budgets manquaient, ils avaient sous-dimensionné finalement les équipements publics, pas assez d'écoles, ils n'avaient pas budgétisé les travaux de voirie, donc on était dans les lieux qui étaient à la fois de la modernité, hein, à travers le logement, mais aussi du marécage et du bidonville, parce que finalement les choses elles étaient dans un état finalement inabouti. Et donc, malgré les luttes des familles à l'époque, hein, je vous rappelle qu'on était dans des classes moyennes, donc des gens instruits, des gens qui savaient ce que c'était que la capacité de mobilisation, souvent des gens qui étaient de gauche, hein, PC, PS, plutôt PC, mais bon, peu importe. Malgré ces mobilisations-là, les attentes ont été vaines, et donc il y a eu un départ. À cela s'ajoute aussi une réorientation idéologique, c'est-à-dire que l'État, à partir du début des années 1970, sous l'impulsion, entre autres, parce qu'il a laissé son nom un peu dans la petite histoire du logement, Albin Chalandon, qui était ministre du Logement, il a lancé la politique du logement individuel, de la maison individuelle. C'est pour ça que je citais son nom, puisque ce qu'on appelait à un moment les chalandonnettes. C'était une politique finalement qui était destinée à faire du français moyen un petit propriétaire. On peut voir évidemment là, puisqu'on est dans une assemblée politique, un dessin hygiéniste, hein, c'est-à-dire que dès lors que un individu lambda, finalement, il devient un propriétaire, donc vous le sortez du collectif, et quand vous sortez du collectif, vous le sortez de toutes les mobilisations, quelles qu'elles soient. Et donc cette politique de production de maisons individuelles, elles ont stoppé net tout ce qui devait accompagner socialement ce dessin, j'allais dire, communautaire, mais communautaire au sens noble du terme, à savoir on fait du collectif dans un lieu qui s'appelle le Grand Ensemble, qui n'est pas la cage à lapins telle que les médias de l'époque l'avaient finalement décrié, pour finalement les laisser à l'abandon. D'ailleurs, lorsque Olivier Guichard, qui était le ministre du Logement à l'époque, le 1er mars 1973, il décrète comme ça, de façon très unilatérale, la fin de la construction des grands ensembles. Donc tous les grands ensembles qui étaient en construction ont vu leur crédit finalement leur échapper. J'accélère. Donc on arrive à cet état-là, des classes moyennes qui s'en vont, parce que le grand ensemble ne répondait plus à leur trajectoire résidentielle, hein, pour dire les choses un peu comme ça, des bailleurs sociaux qui se retrouvent et des élus à devoir finalement, qui étaient engagés dans des annuités, c'est-à-dire que le logement social il est construit mais avec du crédit, et donc ce logement social-là, qui le paye, et donc on est dans une situation finalement qui est de l'ordre de l'impasse. Et c'est à ce moment-là qu'a été créée, entre autres, la fameuse allocation logement, hein, l'APL, de façon finalement à permettre à des familles qui n'étaient pas en capacité de s'y installer, de pouvoir y emménager. Et quel type de famille, finalement, a-t-on invité, finalement, à quelle famille on a pensé à desserrer finalement, l'écrou discriminatoire? Eh bien, ce sont les familles populaires. Et parmi les familles populaires, et effectivement, ce sont les familles ouvrières, maghrébines, entre autres. Et donc, c'est pour ça que je parlais de méprise dans mon propos initial, quand on dit que le grand ensemble, finalement, il s'est appauvri, il s'est communautarisé, mais là je le reprends dans son sens régressif, hein, tel qu'il est perçu par l'extrême droite et la droite conservatrice. On fait un mauvais procès, puisque ces familles-là, d'abord elles ont pu y loger parce qu'elles répondaient à des critères. Il ne faut jamais oublier que 70% de la population française, et ça je ne cesserai jamais de le répéter, rentre dans les modalités d'accès aux logements sociaux. C'est-à-dire que quand un élu conteste la construction d'un logement social, je lui dis souvent, est-ce que vous pensez à vos enfants, votre enfant devenu étudiant ou étudiante, où est-ce qu'elle pourrait emménager, à moins que vous soyez riche, dans une ville, si le nombre de logements sociaux est insuffisant?
D'accord ? Donc, les familles discriminées à l'origine ont pu intégrer le grand ensemble. Voilà, ça c'est voilà. Et donc l'État a jusqu'à la fin des années 1970 a finalement a neutralisé toute politique d'achèvement des grands ensembles, toute politique de droit commun. Il faut savoir qu'on a construit des zones, des grands ensembles, ou ZUP, hein, à des échelles incroyables. Moi, je pense par exemple au grand ensemble des Minguettes dans l'Est lyonnais. C'était plus de 30 000 habitants. C'est une ville à cette échelle-là. 30 000 habitants avec très peu d'équipements publics. Très peu d'équipements publics. Équipements publics, j'inclus tout, les crèches, les écoles, les services sociaux, etc. Donc on était dans des sortes de déserts sociaux. Et désert social, la gauche a essayé d'y répondre. Il faut être quand même très, très honnête. Hein. En 1981, obligé. Rappelez-vous, c'est les circonstances qui le veulent, les faits. François Mitterrand gagne en mai 1981 et en juillet 1981 ont lieu les premières révoltes sociales dans l'Est lyonnais, ce que les médias ont appelé le premier été chaud. Ce qui n'était absolument pas quelque chose orienté par la délinquance. Ça, c'est une forme de révisionnisme historique. Ces jeunes-là, quand ils se mobilisent, ils se mobilisaient contre les violences policières et le fait discriminatoire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a finalement été l'agent opérant des marches de 1983. Je reviens maintenant à l'urbanisme parce que je m'écarte. L'histoire, en fait, du logement social et du grand ensemble, c'est une histoire, finalement, quand je dis de méprise, c'est une histoire, finalement, à charge. C'est-à-dire que, et c'est en cela que je relie mon propos avec l'extrême droite et le discours conservateur, c'est que, à travers cette mythification d'un âge d'or qui n'a jamais été, finalement, on veut valider cette idée que le problème, il est d'abord racial, ethnique. En clair, la culture des individus. Hein. Il y a un chercheur qui avait fait un travail, à mon avis inabouti, mais il y a eu de Lagrange sur la question de la culture. En clair, c'est la culture des individus, leurs pratiques, leur manière d'être, de faire, etc., qui fait que ces collectifs-là n'ont pas fonctionné. Or, le réel, quand on s'y intéresse, qu'est-ce qu'il révèle ? Il révèle que les grands ensembles, qui étaient une sorte d'utopie sociale, avec toutes ses imperfections, est une utopie finalement qui est rentrée dans une sorte de trou noir, faute de politique publique. Et la France, finalement, en s'orientant dans des politiques publiques, j'allais dire, capitalistes, avec des sortes de logiques individualistes, le grand ensemble n'a pu qu'être finalement d'une décennie à une autre, que le bouc émissaire finalement, le stigmate d'une sorte de mauvaise conscience. C'est pour ça que, et là j'en arrête là, moi ce que j'observe c'est qu'il n'y a plus de politique de la ville depuis 2000 et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. C'est-à-dire que aussi contestable ou pas contestable, je veux dire ça, on peut en discuter dans le fond. Et moi je conteste, vous avez eu raison de citer Jean-Louis Borloo en 2003, mais 2023, mais je trouve qu'il y a une sorte de quelque chose d'assez étonnant. On parle de Jean-Louis Borloo comme étant une sorte d'acteur progressiste finalement de la ville. Or, Jean-Louis Borloo, il était membre d'un gouvernement dans lequel le ministre de l'Intérieur était Nicolas Sarkozy. Il ne faut jamais délier finalement les faits. C'est-à-dire que la rénovation urbaine, elle n'est pas l'enfant d'une idée, j'allais dire, démocratique, de faire que le droit à la ville pour tous opère, de faire en sorte que le grand ensemble soit finalement un lieu aussi d'ascension sociale. D'accord ? Mais en fait, la rénovation urbaine, elle prolonge l'irruption de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection de 2002, d'une forme d'idéologisation du grand ensemble. C'est-à-dire cette idée que arrive comme ça dans le discours commun, cette idée que
le grand ensemble, c'est en quelque sorte les sorte d'ennemis républicains, c'est-à-dire il y avait déjà à cette époque-là, cette idée est-ce que l'islam est soluble dans la République? Sous-entendu, est-ce que les habitants des grands ensembles sont solubles dans la République? Je veux dire, il faut quand même avoir une lecture assez lucide de ça. Et là, la rénovation urbaine, elle marque une inflexion idéologique. C'est-à-dire que jusqu'en 2000, il y avait cette idée jamais aboutie il faut mettre de l'égalité du droit commun dans tous les lieux, tous les territoires de la République. À partir de 2003, l'orientation qui est prise de façon définitive, c'est que on est face à des individus qui ne sont pas notre commun. On est face à des individus finalement qui ne peuvent être intégrés dans la République. Individus, je parle des Français, des Arabes, des Noirs, etc. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Et on est face à des territoires dont finalement qui doivent être appréhendés sous l'angle sécuritaire. Et c'est pour ça que je disais que l'urbanisme sert à faire la guerre, parce que c'est à partir de là que les opérations de démolition urbaine qui ont été massives depuis cette époque-là, ont été dessinées. Il ne faut jamais oublier, et c'est mon dernier mot, que la rénovation urbaine, c'est une affaire qui est pensée par des architectes, idéologisée par des élus, mais validée par la police. Merci. Merci Hassen. Alors donc en 2003, le très progressiste Jean-Louis Borloo nous dit donc, voilà, j'ai la solution magique, vous l'avez dit, on va rénover, on va faire de la rénovation urbaine. Des milliards, on va mettre des milliards et des milliards d'euros. 700 quartiers vont être impactés, 5 millions de personnes concernées. Et partout, on a des projets de rénovation urbaine qui disent on va mettre de la mixité, on va désenclaver, on va remédier aux questions de sécurité, etc., etc. Et donc, quand on fait le bilan 20 ans plus tard, on constate que ça a surtout fait de la démolition, en fait, plus que de la rénovation urbaine. Et donc là, je m'adresse à Diangou Traoré, donc militante des Francs-Moisins. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces plans de rénovation urbaine? Concrètement, en quoi ils ont consisté dans ton quartier? Et qu'est-ce qu'en pensent les habitants? Comment ont-ils été vécus par les habitants? Raconte-nous tout ça. Je ne sais pas s'il marche. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents parmi nous et d'écouter cette thématique. Je ne vais pas mâcher mes mots. Alors, si ça vous fait un peu mal, je suis désolée. Juste pour vous dire, Laïla, elle a rappelé quelque chose de très important quand elle a dit que ça va toucher 5 millions de personnes. C'est 5 millions de personnes qui seront déplacées. C'est ça qu'il faut dire. C'est 5 millions de personnes dont on ne veut pas d'eux dans les quartiers. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. On ne déplace pas, on ne règle pas le problème des habitants des quartiers populaires à coup de démolition d'un immeuble. On ne règle pas les problèmes de tous ces quartiers, ne serait-ce de logement, ne serait-ce d'emploi, à coup de démolition. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas régler les problèmes comme ça. Nous, on a eu un plan de rénovation urbaine. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire directement mon expérience et ce que j'ai vécu et ce qu'on vit actuellement à Saint-Denis, aux Francs-Moisins exactement. En 2015, on a eu un plan de NPNRU, nouveau programme de renouvellement urbain, qui est agencé par l'Agence nationale des rénovations urbaines de l'ANRU. Et on nous a informé lors d'une réunion publique que sur 2000 logements, plus de 2000 logements, 500 devaient sauter. Je peux vous dire que quand il y a 500 logements qui sautent lors d'une réunion publique, la réunion, elle se passe mal. Parce que c'est toujours des pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui on nous demande de partir? On nous a expliqué qu'il fallait désenclaver le quartier, qu'on était désargenté et qu'on ne devait pas rester ici. C'est des mots durs, hein, mais c'est ce qu'on a entendu et c'est ce qu'on nous a dit. Donc nous, automatiquement, on a fait appel à une association qui s'appelle Appui pour nous outiller et nous aiguiller.
pour vous dire déjà la violence de l'ANRU, pour vous dire la violence de venir à une réunion publique et dire à des habitants qui sont là depuis 40 ans qu'ils ont fait la vie de la cité, où certains sont grands-parents dans ce quartier-là, où certains, quand ils ont quitté leur pays, sont arrivés dans ce quartier-là, leur dire du jour au lendemain, vous n'avez plus votre place ici, vous devez partir. La violence de dire ça, et surtout l'aisance de ce démolisseur qui est l'ANRU, de venir nous le dire en pleine face, de dire que vous devez partir d'ici, parce qu'il faut faire passer des routes, ou tout simplement, on va reconstruire du logement, mais pas pour vous. On veut de la mixité sociale. Et quand on parle de démolition de logements, on parle aussi de commerce qui va avec. Bah oui, parce que l'ANRU, quand ça parle de mixité, c'est le logement, c'est les commerces, c'est les écoles et c'est les lycées. Et ça, on oublie ça. Ça, on oublie. Parce qu'il y a les commerces qui sont détruits avec, il y a les groupes scolaires aussi qui sont détruits avec les crèches, et on reconstruit moindre, plus cher, mais pas pour les habitants. Aujourd'hui, notre projet de rénovation urbaine sur mon quartier, il est à 177 millions d'euros. 177 millions d'euros, je peux vous dire qu'on aurait préféré une réhabilitation intérieure et extérieure de qualité au lieu de la démolition. Parce qu'on se dit que c'est des logements, c'est vrai, c'est des grands ensembles, mais ces logements-là sont très grands et ils sont spacieux, ils sont lumineux. Et je peux vous inviter à regarder Google Maps. Le quartier franc-moisin est très bien placé. Voilà, on est autour de gares, on a des commerces, on a des écoles, on a des lycées, on a tout ce qu'il faut. Et on a même la vue sur le Stade de France. Donc on est très bien placé. Mais aujourd'hui, on est à, je pense, 300 logements détruits. Les 300 logements, un peu plus de 300 logements aujourd'hui. Et ça fait très, très mal. Nous, directement, on s'est constitués parce qu'on n'a pas compris. Hein. Et en plus, comme par hasard, j'ai été tirée au sort en tant que membre du Conseil citoyen. Et quand tu es membre du Conseil citoyen, tu dois co-construire avec les habitants un sorte de projet, une co-construction. C'est-à-dire qu'autour de la table, tu as l'État. Quand je dis l'État, tu as la préfecture, tu as le maire, tu as les élus et tu dois co-construire un projet pour le quartier. Mais vous savez tous que ce n'est pas comme ça. Vu qu'on ne veut pas de toi, c'est sûr que tu ne seras jamais autour de cette table-là. Mais on a quand même réussi à gagner des luttes. J'en parlerai dans le deuxième temps, les luttes qu'on a gagnées. Mais on a quand même réussi à gagner quelques luttes. Mais tout ça pour vous expliquer que la rénovation urbaine, là, ce qui se passe en ce moment, c'est une épuration sociale. J'irai même plus loin. C'est une épuration ethnique. J'irai même plus loin. On ne veut plus, on chasse les pauvres d'une manière scandaleuse, honteuse. Et non seulement on chasse les pauvres de manière scandaleuse et honteuse, et tous ceux qui restent dans le quartier en pâtissent. Le coût déjà d'un projet de rénovation urbaine, je vous ai parlé du prix, 177 millions sur mon quartier. Le coût environnemental, on a le sol pollué, on a l'air pollué et on a l'eau polluée. Je sais que vous n'allez pas me croire quand je vous dis ça. Parce que la destruction et le grignotage, vous êtes sous un dôme de poussière. Et ce dôme de poussière ne part pas en une journée. Il peut rester un mois, ce dôme de poussière. Et vous respirez cette poussière-là qui est sous couvert d'amiante et de plomb. C'est pour ça que je vous dis, non seulement on chasse les pauvres, et ceux qui restent ici, on les rend malades. L'eau est polluée, bah oui, parce que quand on détruit, on prend des brumisateurs, et les brumisateurs, l'eau elle coule où? Dans les égouts. Tout est pollué, les sols sont pollués. On a eu une école qui a été fermée à cause de la pollution du sol et de l'air. Une école à cause du grignotage des bâtiments. Parce qu'on ne détruit plus à la dynamite, on fait du grignotage. Et le grignotage peut durer plus d'une semaine. Sur un bâtiment de 291 logements
qui faisait 13 étages. Le grignotage a duré plus de 3 semaines. C'était l'année dernière, c'était pendant les JO. On a vécu 2 mois d'enfer. Entre le bruit sonore, la poussière, la totale. Et je peux vous dire que l'ARS, elle est passée. Et quand l'ARS, elle est passée, eh ben, comme par hasard, les sols étaient contaminés au plomb. On a dû tous faire une prise de sang pour voir si on n'a pas été contaminés, nous aussi, au plomb. Parce qu'on respire tout ça. Voilà les dangers de la rénovation urbaine. Moi, aujourd'hui, je dis que ce démolisseur n'a plus sa place dans les quartiers. Ça, c'est la première chose. Et de deux, je pense qu'il serait temps qu'il y ait un moratoire. Un moratoire et stop à cette démolition brutale envers les habitants des quartiers qui méritent largement mieux pour eux. Merci Diangou, merci à vous deux pour cette première partie sur le constat. Et maintenant, on va passer aux solutions. Alors, vous savez qu'il y a les élections municipales l'an prochain et évidemment, donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre du cycle municipal de la France Insoumise. Et nous avons un ensemble de propositions politiques. Dans les solutions, il y a les mobilisations des habitants et on y reviendra quand je te repasserai la parole, Diangou, car avec la mobilisation des habitants, tu as obtenu des victoires, tu as réussi à freiner ces démolisseurs. Et je m'adresse donc à Hassen Belmessous. Hassen, donc, vous semblez être assez critique de la possibilité de réaliser le droit à la ville, le droit à un logement décent pour toutes et tous, dans un contexte capitaliste. On sait que dans un de vos derniers livres, vous avez beaucoup critiqué le concept d'attractivité et l'opposer finalement à l'accès au droit à la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire si, selon vous, c'est possible un modèle alternatif qui permette le droit à la ville et qui s'oppose finalement au tableau que vous avez dépeint juste avant? J'avais cité Pierre Mendès France, mais bon, c'est peut-être pas une référence ici. Ah, c'était un progressiste quand même, bien plus que Borloo, hein. Ou voir Olivier Faure. Bon, enfin. Mais je ne suis pas militant de la France Insoumise, je suis humaniste, voilà. Et c'est déjà l'essentiel de mon point de vue. Après, je fais la leçon à personne. En fait, comment dire, même quand Henri Lefebvre théorise sur le droit à la ville, il théorise. L'État même, hein, je citais tout à l'heure la période 2003-2007. Après tout, le droit au logement opposable, c'est la droite qui l'a fait. Mais alors elle l'a fait dans d'autres dispositions. Hein, c'est-à-dire que vous quittez un endroit, un logement, mais si on peut vous faire emménager à 80 km de là où vous êtes, tant mieux. Je ne crois pas du tout, et là je suis très sérieux, moi je travaille sur la ville, donc je suis un observateur. Je sors d'une grosse recherche en 2023-2024 sur la résilience sociale des jeunes adultes dans les quartiers populaires. En fait, je me suis intéressé aux jeunes qui... Jeunes, alors, pour moi, jeune, c'est une question d'âge. Hein. 40 ans, on n'est pas jeune. Hein. Je veux dire, je dénonce cet usage finalement indéterminé des médias, aussi des associations là-dessus, jeunes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, je me suis intéressé à ceux qui sont en terminale jusqu'à la trentaine, jusqu'à 30 ans. Voilà. Et je me suis intéressé à quelle trajectoire eux se définissent, se construisent, parce qu'ils savent qu'habiter un quartier populaire, c'est être vulnérable socialement. Cette recherche, vous ne pouvez pas en entendre parler, parce que pour l'instant, elle n'est pas diffusable. Et donc, j'ai travaillé sur la question de l'islam, la question de l'auto-entrepreneuriat et la question de l'école. Dans 3 lieux, les Minguettes, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Et là, j'arrive finalement, c'est une façon de répondre. Qu'est-ce que j'observe ? Personne ne croit à la méritocratie, parce que tous constatent que la méritocratie est un leurre.
dans notre République. Là, c'est pas moi qui... Voilà. Ils estiment que le volontarisme, leur volontarisme, c'est-à-dire c'est ce que eux engagent, c'est ce que eux mobilisent finalement, c'est ça qui fait que ils ont des voilà, ils ont réussi. Encore faut-il définir ce que c'est que réussi. J'ai des jeunes, moi, qui ont fait l'école normale supérieure, qui sont entrés à Sciences Po Paris, et dont j'observe que malgré ces réussites, leurs trajectoires sont extrêmement fragiles, parce qu'ils restent toujours contraints par le fait racial, le fait discriminatoire, voire le fait islamophobe. Et ça traduit quoi? Ça traduit qu'ils sont totalement lucides et que, non pas qu'ils ne croient pas à la politique, d'ailleurs tous sont inscrits, tous votent, mais personne ne s'illusionne. Voilà. Je ne suis pas dans des sondages, je rapporte des choses de mon étude. Et ce qui est inquiétant, c'est que, contrairement à cette littérature qui finalement manifeste cette idée que la France, tu l'aimes et tu la quittes, moi je demande à voir un peu le protocole de cette étude. Je n'ai rencontré quasiment aucun jeune dans tous mes entretiens qualitatifs. Alors, j'ai pas travaillé sur des jeunes qui sont marginalisés, qui sont en décrochage scolaire. Quand j'ai fait des entretiens avec des jeunes qui étaient en mission locale, être en mission locale, c'est déjà être dans un processus de réinsertion. Eh bien, aucun d'eux ne m'a dit « je vais quitter la France parce que la France est raciste ». Aucun d'eux m'a dit « je vais quitter la France parce que la France est bollorisée ou la France est islamophobe ». Par contre, ce qu'ils disent, c'est que si d'aventure, ils sentaient qu'ils demeureraient des citoyens imparfaits, d'où l'usage que je fais de citoyen entre guillemets, aucun d'eux ne s'interdit de partir. Ils ne partiront évidemment pas à Dubaï, ils ne partiront pas dans les Émirats, ils sont profondément républicains, et ceux qui ont expérimenté Dubaï disent que ce n'est pas le sens finalement des valeurs à laquelle ils adhèrent. Par contre, donc, ils vont plutôt dans les pays anglo-saxons. Mais cette hypothèse-là, pour l'instant, elle est très très fragile. Donc, comment ça peut se retraduire en matière politique? Et ça peut vous intéresser. Tous les jeunes que j'ai rencontrés sont investis dans la vie sociale, dans la vie de la cité. Ils ne sont pas investis dans des partis politiques, ils sont investis dans des associations. C'est par exemple cette association, la Pyramide du Succès à Vénissieux, imaginée par des ex-étudiantes, elles sont juristes, elles sont criminologues, elles sont, peu importe, c'est pas important, voilà. Donc en tout cas, elles ont des parcours scolaires exemplaires. Eh bien, elles ont rassemblé autour d'elles des étudiants qui viennent aux Minguettes et qui font des cours de rattrapage avant les examens. Elles ne demandent pas de salle, elles ne demandent rien à la municipalité parce qu'elles me disent on ne veut pas être redevable. Non pas que... C'est-à-dire qu'il y a une forme de désenchantement républicain. Alors dit ça ici, ça pourrait finalement doucher. Il ne faut pas que ça douche. Ça veut dire que cette idée qu'on est dans des lieux qui sont totalement neutralisés politiquement, où les gens sont à distance de la question politique, c'est un mythe et c'est un leurre qui est entretenu. Non, ça veut dire que les individus sont en demande de politique. Mais la politique telle qu'elle s'organise, telle qu'elle se configure, ils ne s'y reconnaissent pas. Ils ne s'y reconnaissent pas parce que l'idéal républicain, ils n'y croient pas du tout. L'utopie républicaine, ils n'y croient pas du tout. Et moi, je pense que l'enjeu du politique, c'est finalement comment faire pour faire une sorte de jointure entre cette réalité-là
et le fait que ces gens-là ne soient pas mobilisateurs. Moi, je me souviens d'avoir fait quand j'avais travaillé sur les archives, et je finis dans mon ouvrage sur l'histoire politique des banlieues, j'étais tombé sur une archive qui était très intéressante. Elle date de 1983-1984. Archive municipale de la Courneuve. Et donc, le maire de l'époque avait demandé une note à un de ses collaborateurs, un de ses vieux amis, membre du Parti communiste. Il lui dit on a un problème pour mobiliser. Les camarades, c'est un terme qu'il avait utilisé, hein, pas de mépris dans ma bouche, les camarades finalement ne veulent plus se mobiliser, ils ont de plus en plus, ils en ont marre de ces jeunes, on est en 1983, qui cassent, qui ne respectent pas le politique, qui ne respectent pas les choses publiques, etc. Comment faire ? Et donc, ce conseiller lui dit « Le souci, c'est celui-là. Nos prochains militants à la Courneuve, ce seront les jeunes actuels. » Et toute la question qui se pose, c'est, et je pense qu'on n'est pas sorti du tout de ce questionnement-là, est-ce que les partis politiques vont admettre que les prochains militants vont s'appeler Mohamed, Rachid ou Mamadou, peu importe. Est-ce qu'ils vont accepter que ce sont eux finalement qui seront les mobilisés et eux qui seront représentatifs? En fait, la question, elle est là. Et ben, elle restera là. Merci, je suis désolée, je suis obligée, si on veut laisser un temps de discussion. Et ça fait très bien la transition avec les expériences de Diangou autour de l'auto-organisation. Et je voulais quand même rappeler que la France Insoumise, depuis 2017, donc ça fait maintenant 8 ans, est consciente que pour convaincre, pour mobiliser, et notamment les habitants des quartiers populaires, mais au sens plus large, toutes les personnes qui se disent que peut-être la politique ça sert à rien et que les partis politiques ça sert à pas grand-chose, eh bien est consciente que ça suffit pas d'aller voir les gens et de leur dire regarde comme on a un super projet et comment on veut passer à une 6e République, je t'explique, tiens, je vais te convaincre avec ma série d'arguments. Et comment depuis 2017, avec notamment le pôle auto-organisation que j'avais eu la joie d'animer à l'époque avec William Martinet, Manon Coléour, Annie Slimane, donc et inspiré de méthodes qui avaient porté leurs fruits, notamment du community organizing. En fait, on a dédié des militants ont dédié des heures et des heures à aller taper à des portes, non pas pour aller expliquer la vie aux gens dans les quartiers populaires, pour leur expliquer comment on avait un super programme, mais pour aller détecter les colères, savoir quelle était la colère, et accompagner les habitants dans l'auto-organisation verticale. Par exemple, c'est les ordures qui ne sont pas ramassées dans tel ou tel quartier, alors que dans le quartier bourgeois d'à côté, elles sont ramassées tous les jours. Eh bien, comment on accompagne les habitants à développer du pouvoir d'agir, à s'auto-organiser, à ramasser toutes les poubelles et à aller les mettre devant la mairie, hein, pour que la mairie réagisse et que la mairie organise un ramassage des déchets plus fréquents. Et ça, c'est la meilleure des portes d'entrée vers la politique et la plus efficace. Hein, parce qu'on se dit, bah, tiens, si j'ai réussi à obtenir une victoire comme ça à 10 sur ce point clé, eh bien, qu'est-ce que je pourrais obtenir si on était 100, si on était 1000 sur d'autres sujets et si on était 10 000? Et c'est la meilleure des portes d'entrée, la plus efficace des portes d'entrée vers la politique pour des personnes qui en sont éloignées. Alors évidemment, on n'a pas une armée d'organisateurs, mais je pense que c'est quelque chose, une méthode très efficace. Et on a conscience à la France Insoumise que si on veut faire en sorte que ce fossé il se réduise entre les citoyens et la politique, les abstentionnistes et la politique, qu'il faut notamment développer le pouvoir d'agir et participer donc à l'auto-organisation. Je vais passer justement la parole à Diangou. Tu vas nous raconter ce que tu as fait en matière d'auto-organisation. Juste avant, je voulais saluer la présence de François Piquemal, parce que François Piquemal, donc futur maire de Toulouse, j'espère.
il y a 2-3 ans, tu as organisé Allo en rue et tu as fait le tour d'une trentaine de villes de France justement pour aller voir des projets en rue et des habitants se mobiliser. Et je vous invite à lire son rapport. Vous tapez François Picmal Allo en rue sur Google et vous le trouvez. Et c'est une mine d'informations sur les projets de rénovation urbaine. Et je vous invite vraiment à le lire. Il est très intéressant. Je l'ai relu en préparant cette conférence. Et donc merci François de passer nous faire un petit coucou. Voilà, Diangou, tu nous racontes donc les mobilisations et comment vous avez gagné. Ok, donc là, on va partir sur la partie des habitants. Une fois qu'on a été assommé et insulté par les démolisseurs, automatiquement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça, qu'il était de notre obligation et de notre devoir de se créer en collectif et de mener la bataille. Ça n'a pas été facile parce qu'en 2016, pour vous dire, c'est que je ne connaissais rien et même avec mes voisins, voisines, on ne connaissait rien au monde politique et au monde et aux mots de l'ANRU. Donc on partait vraiment de loin, mais vraiment, vraiment, même les sigles, on ne connaissait mais vraiment rien du tout. Donc on a fait appel à une association qui s'appelle Appui. Appui, c'est un collectif d'architectes, de juristes qui nous ont accompagnés, qui nous ont outillés et aiguillés. On n'avait vraiment pas le choix parce qu'on partait face à un monstre. Hein. Quand vous allez face à l'ANRU, vous partez face à l'État, vous partez face à la sous-préfète parce qu'elle dit clair et net, s'il n'y a pas de destruction, il n'y a pas d'argent. Alors il faut détruire. Et elle n'en a rien à foutre des locataires, hein, même des habitants. Vous avez beau pleurer à côté d'elle, mais ils n'ont pas d'état d'âme. Hein. C'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Et surtout sur plus de 177 millions, je peux vous dire que vos pleurs à côté, ils s'en foutent royalement. Donc quand on s'est outillé, nous on avait fait une proposition à l'architecte de l'époque. Parce que voilà, on s'est dit que nous on n'était pas d'accord pour la démolition, qu'on voulait une réhabilitation intérieure et extérieure de qualité. Ça, ils l'ont pris en compte, mais ils ont dit qu'ils étaient obligés de détruire. Nous, on leur a fait une proposition. On leur a dit, mais votre plan de rénovation urbaine, qui l'a dessiné? Est-ce que la personne qui l'a dessiné ou construit, est-ce qu'elle a concerté les habitants? Comme vous savez, l'architecte, non, pas du tout. Elle l'a fait elle-même de son chapeau. Donc, on a fait du forcing en disant qu'on vote pour les municipales, parce que c'est le maire aussi qui est à la base de tout ça. C'est le maire qui a déposé le projet. Donc on lui a fait un peu peur, on lui a dit on vote pour les municipales. Nous, on veut voter pour le plan de rénovation urbaine. Donc pendant une bonne année, on a bataillé en disant qu'on veut faire un référendum citoyen, on veut voter pour nos habitations. Donc ils ont dit clairement que ce n'était pas possible, mais qu'on pouvait le faire sur un immeuble. Donc, on l'a fait quand même sur un immeuble. Donc, on s'est dit qu'avec Appui et les architectes, ainsi que Pleine Commune, parce que c'est Pleine Commune Habitat, avec les bailleurs et le maire et les élus, qu'on allait faire une votation. Et la votation, elle était simple. Il y avait 3 choix. Il y avait soit on laisse l'immeuble tel qu'il est, soit on détruit 2 étages pour faire passer le Porsche, pour qu'il y ait une route, soit on détruit 3 étages. Donc, il y avait le choix. Il y avait le choix entre soit l'immeuble reste tel quel, 3 étages ou 2 étages. Et une fois qu'il y a eu ce vote, il y a eu une urne avec des bulletins de vote. Bizarrement, il n'y a pas eu d'abstention. Là, tous les locataires, quand c'est le logement, hein, c'est le logement, il n'y a pas d'abstention. Là, tout le monde est descendu et tout le monde a voté. Et au moment du dépouillement, parce que c'était vraiment un truc officiel, hein, au moment du dépouillement, tout le monde est resté autour de la table et majoritairement, l'immeuble reste tel quel. Ça, c'est une victoire. C'est une victoire qu'aujourd'hui, franchement, je peux vous dire, je suis fière de cette victoire. C'était en 2019. À l'époque, la mairie, elle était communiste. Et à l'époque, eux-mêmes, ils n'avaient pas le choix. Quand ils ont vu la protestation, quand ils ont vu les manifestations, quand ils ont vu les sittings, quand ils ont vu qu'on n'avait pas besoin de salles pour faire des réunions parce qu'on prend le mobilier urbain, on n'a pas besoin de salles pour faire des réunions dehors, pour faire des réunions, prenez le mobilier urbain,
faites des réunions dehors, en plein air. Le monde appelle le monde. Surtout pour le logement, le monde appelle le monde. Les communistes, ils n'avaient pas le choix que de reculer. Et ils ont reculé en disant, vous avez gagné, l'immeuble reste tel quel. C'était une très 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 belle victoire. Mais en 2020, la municipalité, elle change. Elle passe chez les traîtres, les socialistes. Hanotin nous a mis une clause de revoyure. Une clause de revoyure, ça veut dire on va revenir dessus, mais pas maintenant. Donc on espère qu'en 2026, que la France insoumise récupère la mairie et on met un moratoire. On espère en 2026, si on va la récupérer, on mettra un moratoire à aux démolitions parce qu'aujourd'hui, il est inconcevable de détruire du logement social en sachant qu'il y a 2,7 millions de demandeurs de logement dans toute la France entière. Et sur le territoire de pleine commune, il y a 35 000 demandeurs de logement sur le territoire de pleine commune. Et il n'y en a eu que 900 qui ont eu l'année dernière des logements. Donc il est inconcevable de détruire du logement social. Il faut construire du logement, construire du PLAI et faire vraiment attention, informer les locataires, parce que beaucoup ne sont pas au courant des futurs projets de rénovation urbaine qui arrivent. Il y a l'ANRU 3 qui va arriver. C'est pour ça qu'il est important de garder le lien avec les locataires, faire des groupes WhatsApp et discuter avec eux et faire des réunions de temps en temps avec les locataires en bas de la maison. Et une chose aussi que je veux rajouter, c'est que, comme elle disait Leïla, la loi SRU, qui est une belle loi à la base, qui est une belle loi parce qu'elle dit qu'il faut construire des logements partout pour tout le monde, parce que nous ne sommes pas des tares. Hein. Ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à payer des loyers exorbitants qu'on ne peut pas habiter, par exemple, à Neuilly. Moi, j'aimerais bien habiter à Neuilly, mais manque de peau, ils ne respectent pas la loi SRU. Eh ben, là-bas aussi, il faudra créer plusieurs collectifs d'habitants, essayer de tout faire pour que la mairie elle passe insoumise. Désolé, je suis obligée de le dire. Que la mairie elle passe insoumise et qu'on puisse construire là-bas aussi à Neuilly du logement social pour tout le monde. Le logement doit être accessible pour tout le monde. Le logement doit être accessible pour tout le monde, pour toutes les bourses. Le logement n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur et doit être accessible à tout le monde. Et vraiment, je voudrais en finir sur cette chose-là. Vraiment un stop aux démolitions et vraiment un moratoire. Pour les municipalités, il y a vraiment possibilité de faire un moratoire et de stopper les démolitions et de miser sur les réhabilitations internes et externes, surtout en ce moment quand il fait chaud avec les passoires thermiques et les bouilloires. Donc il est vraiment important de faire ces réhabilitations, surtout que les immeubles qui sont construits dans les années 60 ont été amortis. Donc ils peuvent nous faire ce cadeau-là de faire une réhabilitation interne et externe. Voilà la victoire que je voulais vous dire du référendum citoyen qu'on a mené au quartier Franc-Moisin. Pour l'instant, le maire PS n'a pas touché, mais comme on gagnera la mairie, ce sera bon pour nous. Et je souhaite vraiment à tous je vous souhaite à vous tous d'être de combat du logement parce que c'est pas normal le fait qu'il y ait 2,7 millions de demandeurs de logement, c'est pas normal. Merci Diangou. Avant de vous passer la parole pour des commentaires ou des questions, juste un mot. Je pense que ton intervention montre que la clé, c'est le rapport de force. C'est la construction de rapport de force. Et je suis obligée de vous dire un mot sur l'Europe, parce que ce rapport de force, il va falloir le mener au niveau européen aussi. L'Union européenne, officiellement, dans ses compétences, il n'y a pas le logement. Je vous le disais en introduction. Même si, par différents leviers, il y a un impact sur le logement. Je veux laisser du temps à la discussion, donc je vais raccourcir mon propos sur l'Union européenne. Mais juste vous dire que, vous savez, au Parlement européen, on n'a pas ce qu'on appelle le droit d'initiative législative. Moi, je fais partie du seul Parlement du monde où je n'ai pas le droit d'écrire directement les directives. Il faut que j'attende que ce soit la Commission européenne qui propose.
Et donc, à chaque fois, en début de mandat, il y a la Commission européenne qui nous explique quelle va être sa feuille de route. En gros, elle nous donne les différents sujets sur lesquels on va bosser pendant 5 ans, pendant les 5 ans du mandat. Et l'année dernière, donc, il y a les élections européennes au mois de juin. Au mois de juillet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle nous donne sa feuille de route. Et là, donc, les différents sujets, on va travailler là-dessus. Et donc, notamment, elle parle du logement, truc qui est assez insolite, en fait. Jamais elle parle du logement, mais sauf que là, étant donné qu'il y a une crise de logement telle partout en Europe, ça a un impact sur tous les autres aspects de la vie des Européens et des Européennes. Et la Commission européenne, pour la première fois depuis le début de son existence, dit on va mettre en place un plan d'action sur le logement. Sur le coup, on se dit oh là là, mais trop bien, hein, ouais, c'est cool. Sauf que les promoteurs immobiliers, les banques, les lobbies de la construction, ils se sont dit eux aussi trop bien. Et c'est cool. Et à Bruxelles, les lobbies des banques, des promoteurs immobiliers, de la construction, ils sont bien plus puissants que les lobbies, que les habitants et que les citoyens de manière générale. Hein. Je vous le dis, pour être à Bruxelles au Parlement européen, le Parlement européen, il est situé physiquement dans un quartier, le quartier européen, où vous avez toutes les entreprises qui ont suffisamment d'argent pour se le payer, qui ont des bureaux dans ce quartier européen, Amazon, l'industrie du tabac, le lobby de la construction, Bouygues, les promoteurs immobiliers, et qui connaissent parfaitement le système législatif, contrairement à 99% des gens qui comprennent rien la façon dont ça s'organise là-haut. Et dès qu'Ursula von der Leyen a dit on va bosser sur le logement, il y en a qui se sont précipités dans le bureau du commissaire, donc il y avait un nouveau commissaire chargé du logement, et donc ils sont allés taper à sa porte directement en expliquant qu'ils avaient déjà tout le plan d'action rédigé et que voilà, il fallait vraiment que donc mettre de l'argent effectivement pour le logement, mais avec cette vision du logement en tant que marché, objet qui permet de faire du profit, objet de rentabilité, et donc totalement opposé à l'accès pour toutes et tous à un logement digne. Et il y a notamment un débat qui en ce moment cristallise la question du logement à Bruxelles, c'est la question des aides d'État. Pour l'Union européenne à la base, elle est constituée avant tout, c'est un marché. Elle n'est pas faite pour... à la base, l'Union européenne, c'est d'abord le marché. On réalise le marché et c'est la réalisation du marché, la concurrence libre et non faussée qui va permettre à ce que tout le reste, le bien-être, la solidarité se réalise. Et donc le logement, ça en fait partie. Il y a des règles sur les aides d'État, sur l'argent que les États peuvent investir ou non dans le marché. Et en fait, l'Union européenne, dans les règles de concurrence de l'Union européenne, ça dit que quand vous êtes un État membre de l'Union européenne, la France par exemple, vous avez le droit d'investir dans du logement social, mais attention que quand c'est du logement social pour les plus pauvres. Parce que sinon, ça risque de faire concurrence au marché privé. Et il y a des pays comme les Pays-Bas, par exemple, en 2011, qui se sont tapés une amende très forte de la Commission européenne parce qu'aux Pays-Bas, ils construisent beaucoup de logements, du logement public pour les plus pauvres et du logement aussi pour les classes moyennes. Beaucoup. Chacun paye, évidemment, c'est comme chez nous, en fonction de ce qu'il gagne. Mais il y a beaucoup de logements sociaux. Et là, la Commission européenne a dit « Attention, concurrence déloyale par rapport au marché immobilier privé. Et donc, vous allez à l'encontre des règles de concurrence, de la concurrence libre et non faussée. Donc, il ne faut pas. » Et donc ça, partout, en fait, c'est clairement un frein quand les États membres veulent investir comme ils le devraient. Et on est tous d'accord, et je suis personnellement pour, et la France Insoumise, nous sommes pour construire massivement du logement public, mais en priorité pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et ensuite, étant donné qu'on est de plus en plus à être exclus du marché privé, qu'on n'a plus les moyens de se loger dans le privé, que ce soit l'accession à la propriété ou de louer, tout simplement. Et donc, il faut que l'État investisse dans le logement public massivement. Et donc, il y a en ce moment donc, un consensus qui s'est fait sur le fait qu'il fallait changer ces règles d'État pour permettre aux États d'investir. Sauf que, et c'est là où, attention, il y a quelque chose de très dangereux qui se prépare, c'est que les promoteurs, les banques, tous les lobbies immobiliers qui veulent se faire de l'argent sur le logement, ils se disent, tiens, en modifiant les règles sur les aides d'État, eh bien, tout cet argent public qui aujourd'hui va du logement qui ne rapporte pas d'argent, on peut le récupérer, se l'accaparer pour du logement avec de la rentabilité à court terme, du logement qui soit du pain béni pour les fonds d'investissement. Et là, il va falloir
que se fasse entendre un contre-lobby, et c'est ce à quoi on est en train de s'atteler à Bruxelles, et d'ailleurs on aura le plaisir d'accueillir Diangou le 16 octobre prochain au Parlement européen, pour une première grande réunion de ce nouveau contre-lobby populaire des habitants, où on va faire entendre la voix de tous les habitants, partout en Europe, qui subissent les loyers trop élevés, qui subissent les fonds d'investissement qui volent les logements littéralement dans les villes, qui subissent la pénurie de logements à cause des plateformes et de la location saisonnière. Et moi, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon mandat précédent sur un autre dossier sur la directive sur les travailleurs des plateformes, mais la clé dans tout ça, surtout quand on fait partie d'un petit groupe au Parlement européen, comme c'est notre cas, clairement on ne fait pas partie du plus gros groupe, et les rapports de force ne sont pas en notre faveur, politique, en notre faveur à nous personnellement, mais de manière générale au groupe politique, disons, progressiste. Et donc ce qui est la clé, ça va être le rapport de force. C'est que par rapport à cette voix de ceux qui ont un tapis rouge déroulé, qui sont comme à la maison à Bruxelles, ce sont les lobbies de la construction, les lobbies de l'immobilier et les banques, il va falloir faire entendre cette voix des habitants. Et donc, notamment le travail de Diangou. On aura aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Ben Sada de Marseille, du syndicat des quartiers populaires de Marseille, des Espagnols, des Portugais, des Italiens, pour construire vraiment dans ce momentum logement, faire en sorte que ce momentum logement qu'on a à l'Union européenne, il ne soit pas au profit du marché immobilier, et toujours des mêmes, mais qui soit au profit réellement des principaux concernés et de celles et ceux qui ont besoin de logement. Je m'arrête là pour vous passer la parole. Si vous avez donc des questions, des commentaires à nos deux intervenants, n'hésitez pas, c'est le moment. Christophe va passer le micro. Merci Christophe. Tiens, je te le passe sous la table. Ah oui. Ok. Je prends plusieurs questions. Ah oui, attends, on en prend plusieurs, ouais. Bonjour, d'abord je voulais vous remercier pour votre intervention. Moi j'habite donc dans un quartier populaire dont tout un morceau doit être détruit dans le prochain PRU qui est en cours. Actuellement la mairie est en train de préempter des logements. Alors ce qui est un tout petit peu différent, c'est que c'est pas sur un grand ensemble. Je suis dans le nord de la France à Croix, donc c'est des logements qui datent du tout début du 20e. C'est ces petites maisons en briques qu'on avait construites à l'époque pour les ouvriers. C'est des maisons individuelles. Je m'interrogeais sur plusieurs choses. Alors, j'ai une partie de la réponse du coup sur ce qu'on peut faire actuellement. Effectivement, aller voir les habitants pour monter des collectifs de lutte et leur expliquer aussi ce qui est en train de se passer. On se prépare pour les municipales. Quand on arrive à une mairie comme ça, avec ce type de choses qui est en train de se faire, quels sont nos leviers pour faire autre chose ? Est-ce que ces logements peuvent redevenir des communs à un moment donné, puisqu'ils ont été préemptés par la mairie ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça redevienne propriété de la mairie et puis que ce soit mis à disposition de familles autrement ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut imaginer dans ce type de configuration ? J'essaye d'alterner un homme et une femme. Bonjour, merci pour votre éclairage sur la question de la rénovation urbaine. Je voulais interpeller Leïla parce que en fait, le rapport de force qu'il faut engager contre les lobbies à l'Union européenne, c'est un combat très urgent, puisque Valérie Létard, ministre du Logement et grande amie de Jean-Louis Borloo, a indiqué vouloir aller chercher des fonds européens pour financer l'ORRU 3 dont parlait Diangou. On espère, et le gouvernement Bayrou va être sûrement censuré, mais c'est quelque chose qui va être toujours dans le pipe, si j'ose dire. Donc il y a une vigilance et une urgence finalement à traiter cette question. Alors, moi, je voudrais juste, en fait, Leïla, si tu peux nous réexpliquer c'est quoi la problématique, en fait, parce que là, j'ai pas compris, en fait, cette lutte que tu veux organiser. J'ai pas compris c'est quoi la problématique. Et deuxièmement, je cherche une réponse à une question depuis très longtemps. Qui donne les habilitations ? Je suis Zora, représentante de l'association Droit au logement sur les Alpes-Maritimes. Qui donne les habilitations aux bailleurs sociaux pour s'approprier des biens sur le territoire ? Je ne sais pas qui donne. Est-ce que c'est la Caisse des dépôts ? Est-ce que c'est les municipalités sont libres de recevoir des bailleurs sociaux sur leur territoire ?
Parce que nous, on a des bailleurs sociaux réputés comme voyous et qui viennent de s'implanter sur le territoire. Et qui est responsable de ça? Voilà, merci. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. C'était un peu dans la continuité de ce que nous a dit Django. On est dans le même département en Seine-Saint-Denis. Moi, par exemple, dans ma ville à Bondy, on a actuellement 3 rénovations urbaines qui sont en cours, ce qui est plutôt rare. Normalement, il y en a une ou en cours de finalisation. Donc, on sait que même pour l'échéance qui approche des municipales, la question du logement va être d'une centralité, comme on le sait, notamment post-JO. On a des vrais enjeux un peu en Seine-Saint-Denis. Moi, j'avais une question suite à une loi qui a été votée dernièrement, la loi narcotrafic, la fameuse qui a fait voter Retailleau et qui est en train de prendre un pouvoir assez précis, qui, moi, m'inquiète énormément et quelle peut être, nous, dans cette période des municipales où voilà, les gens vont un peu plus que d'habitude se mêler leurs affaires, comment on peut être offensif. C'est notamment un article de loi dans cette fameuse loi de soi-disant de lutte contre le narcotrafic qui dit que pour un trouble à l'ordre public, on peut se retrouver à expulser maintenant des familles. Et que si le bailleur ne le fait pas, la préfecture pourrait, et on sait comment ça se passe pour connaître un peu le contexte en Seine-Saint-Denis, mais ce que ça veut dire derrière, et surtout qu'on est ressorti l'année dernière, fin d'année, avec des chiffres records d'expulsion. Et on sait aussi pour les gens, voilà, comme nous qui militons localement, ou moi qui travaille aussi dans le secteur, on a des nombres d'impayés aussi, des familles qui ont explosé parce que le contexte social est là. Et aussi se dire que défendre le logement social, c'est pas quelque chose de naturel. Aujourd'hui, dans nos villes, on l'entend aussi. Il y a des gens, voilà, on sait à quoi ça renvoie. Moi, je suis un peu plus pessimiste que vous, mais il faut, d'où c'est aussi ma présence là, trouver des solutions et se donner de la force, mais qu'on a perdu la bataille culturelle sur le logement social. Et on sait à quoi renvoie le logement social, à quel habitant, que c'est vu comme un logement pour les cassos, un logement des immigrés, on sait à quoi ça renvoie. Et là, la rentrée arrive et on voit tous les discours odieux, et pas que de l'extrême droite. On voit que c'est même dans l'échiquier politique, c'est en train de fuser. Et est-ce que nous, et je pense que Django va aller dans ce sens-là, mais aussi notre rôle peut-être que dans cette échéance qui arrive en mars prochain, d'être très offensif sur cette question et que même voilà, de proposer de construire du logement social, parce que Django parlait des 2,7 millions. En Ile-de-France, on va atteindre le chiffre record de 1 million là. On sait ce que ça veut dire, on a des demandeurs de logement en masse et que cette question va arriver. Et aussi comment faire autrement, c'est-à-dire face au clientélisme aussi historique de nos villes, ce que ça voulait dire aussi pour les maires d'avoir de moins en moins avec les OPH qui sont devenus, voilà, on parlait de pleine commune ou Est Ensemble qui ont été... mais voilà, est-ce que dans cette période un peu trouble aussi, comment on peut être offensif face à tout ce qui arrive, voilà. Une dernière intervention. Bonjour, merci pour vos interventions et votre témoignage. Il y a 2 petits trucs que j'aimerais dire. Premièrement, moi je suis militante à Marseille et on a aussi un plan NPN-NRU, là, je sais pas quoi. Et on est allé faire un porte-à-porte dans un des quartiers là-bas, justement pour informer les habitants sur leurs droits. Et je tiens à le dire, c'était le pire porte-à-porte de toute ma vie, parce qu'il y avait un habitant sur 2 qui n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que sa tour, elle allait être démolie. Enfin bref, c'était horrible. T'arrivais à la porte, moi, petite blanche, bam bam, salut, ta tour, elle va être démolie. Enfin, c'était horrible. Bref, il y a aussi eu à Marseille, dans le quartier de Herbel, une lutte des habitants qui a été victorieuse. Et en fait, moi, je me demandais si, un peu comme le collectif des familles de victimes, qui a maintenant été un peu national, quoi. Est-ce qu'il y a un réseau national est-ce que vous mettez en lien nationalement pour en fait apprendre de vos luttes victorieuses? Je sais qu'à Herbel, par exemple, ils n'ont pas fait appel au référendum, mais ils ont utilisé d'autres moyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais avoir votre retour sur la solution qui a été mise en place à Barcelone pour les problèmes de relogement temporaire avec ces containers. Vous en avez entendu parler ou pas? En gros, à Barcelone, ils ont mis en place... Enfin, en fait, ils ont pris des containers
genre des containers, quoi. Ils les ont isolés. Et en fait, ça fait des espèces d'espaces modulables qu'on peut mettre en T1, T2, T3, enfin bref, T à l'infini, quoi. Et ça permet aux personnes d'avoir une solution de relogement de maximum 2 ans pendant qu'il y a les destructions, parce qu'il y a certaines destructions qui sont indispensables et qui ensuite leur permettent de revenir au même endroit. En fait, on se pose cette question-là parce que justement, le logement, ça va être hyper important dans la campagne municipale de Marseille et de plein d'endroits, pardon. Et en fait, moi, il y a un peu une barrière quand même mentale, quoi, de te dire, c'est une solution qui est apparemment hyper efficace, mais par contre, je trouve que c'est un peu une atteinte à la dignité des personnes de les mettre dans des containers, quoi. Donc voilà, juste avoir votre retour là-dessus. Voilà, c'est tout. Merci. Ça va dans le thème. Voilà, moi je suis Florence d'Orly, en fait. On a 600 logements qui sont en train d'être démolis sur le grand ensemble Orly-Choisy, qui était un des plus grands ensembles du Val-de-Marne et qui n'est plus maintenant grâce au désastre de la rénovation urbaine. Alors il faut savoir en fait que vraiment participer au réseau de Stop Démolition, c'est un réseau en fait d'architectes et d'urbanistes dont certains ont participé au premier en rue. Donc ils ont été eux-mêmes ils font le bilan, et là ils font un bilan de 10 ans d'en rue, enfin de 20 ans d'en rue, avec des chiffres qui sont vraiment très précieux parce qu'ils ont vraiment travaillé ça avec des urbanistes, des économistes et des architectes. Donc si vous voulez, voilà, j'en ai trop distribué, mais c'est le dernier qui me reste. Ceux qui veulent venir prendre le QR code des 2 pétitions. Il y a une pétition vraiment pour dire stop aux démolitions, parce que la démolition, c'est jamais une solution. Et la rénovation pour le climat et socialement pour la dignité des gens, c'est ça la solution. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait passer le message aux gens qui sont moins que rien et qu'on peut démolir leur vie sociale, leur histoire, leur quartier, leur école, alors que dans le même temps, dans d'autres villes, quand c'est des quartiers bourgeois, pavillonnaires, on ne détruit rien, on réhabilite. Donc, notamment, il faut mettre ça en lien avec les plans de sauvegarde des copropriétés qui sont aujourd'hui pas démolies, mais réhabilitées pour les copropriétaires. Donc, on voit bien qu'il y a en fait un mépris de classe. Et contrairement, donc voilà, ça c'est Stop Démolition. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez les retrouver. Tout est dit, et il y a la jonction en fait entre les collectifs d'habitants qui luttent comme au Framboisin et les architectes et les urbanistes et les avocats, notamment le DAL, qui donnent beaucoup de conseils pour aller en porter plainte et pas se faire avoir, etc., dans le processus de la démolition. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a jamais été autant, certainement, dans une période aussi claire et dans la clarté. Et je pense que par rapport à ce qu'a dit le copain là, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut croire qu'on a perdu. On a perdu si on se bat pas, mais c'est très très clair maintenant le rapport de force. Merci. Bon, désolé, il y en a d'autres qui ont levé la main, mais je suis désolée, si on veut repasser la parole à nos intervenants, il nous reste en plus officiellement 7 minutes. Bon, on dépasse un peu, je pense que c'est pas grave, mais... Hassen, Django. Je vais répondre sur la loi narcotrafiquant parce que j'ai oublié ma casquette d'administrateur des locataires. Donc j'ai eu à traiter au conseil d'administration de mon bailleur ce genre de dossier-là qui est vraiment, c'est vraiment immonde. C'est en fait encore une fois chasser les locataires parce qu'en fait on s'est retrouvé avec ces dossiers-là où les locataires c'était les parents. Et c'était les majeurs, en fait, qui faisaient ces bêtises-là, en fait. C'était même pas des mineurs. Et parfois, les majeurs n'habitent plus chez les parents. Et c'est les parents qui ont empathie et qui ont été expulsés. Donc, à vrai dire, c'est sur ce cas-là, à pleine commune, chez mon bailleur, toutes ces personnes-là ont été expulsées. Malgré qu'on les a défendus en disant que ce sont des majeurs. Les majeurs n'habitent plus chez les parents. Ils sont à d'autres adresses. Le bailleur n'a pas voulu savoir.
Moi, je pense qu'un enfant majeur qui fait des bêtises, c'est pas aux parents d'en pâtir et c'est pas aux parents d'être expulsés. Voilà, moi, je suis sur cette ligne-là. Et je suis sur cette ligne-là avec le DAL et la CNL. Premier point. Deuxième point, pour les attributions de logements. Encore une fois, comme je siège au conseil d'administration, donc on a la Caléole. La Caléole, nous, on a l'attribution anonyme. On a l'attribution des logements anonymes et je pense qu'il faut le mettre, je ne sais pas si c'est mis sur toutes les villes ou chez tous les bailleurs. Je pense que c'est une ligne à mettre, c'est que l'attribution des logements doit être anonyme. C'est pas du clientélisme, on passe un logement au copain et à la copine, or que l'administrateur n'est pas au courant que c'est le copain et la copine de l'élu. Non, ça, c'est pas possible. Donc, il faut une anonymisation totale des dossiers qui passent sous la Caléole. Ça, c'est le deuxième point. Au niveau des réseaux des locataires, il y a des réseaux des locataires. Tu as le premier réseau, c'est le réseau des locataires insoumis. C'est un groupe qui est quand même sur Telegram. Et on a un autre aussi, c'est l'appel national des locataires aussi, qui est sur les réseaux sociaux. Et on a aussi un autre gros groupe qui est Stop Démolition. Et Stop Démolition, on peut avoir énormément d'infos. Donc on a Réseau Locataire Insoumis, Appel National des Locataires et Stop Démolition. À l'intérieur de ces groupes-là, vous pouvez trouver, mais il y a une manne d'informations et énormément d'informations pour créer, monter des collectifs et surtout s'auto-organiser. Là, tu viens de dire un élément très important et je termine sur ça, c'est que tu as fait ta tour et ça a été horrible parce que les locataires ne sont pas au courant de la destruction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, mais je ne suis pas rentrée dans le détail, il y a un ANRU 3 qui arrive, les locataires ne sont pas au courant. D'où l'importance d'être sur le terrain, d'où l'importance d'être proche des voisins et de parler de l'ANRU 3, et d'où l'importance d'être maintenant au taquet et au combat. Parce qu'un combat, il se gagne avec la masse. On peut commencer par 3 personnes et terminer par 150 personnes devant la mairie ou devant le bailleur pour dire « tu m'arrêtes le dossier ». Donc voilà, c'est ça, c'est très important. Il faut créer la masse et il faut s'auto-organiser. Donc voilà. Je vais juste profiter pour faire une annonce, mais qui n'a rien à voir avec ici, mais en même temps qui est importante. J'organise, dans le cadre de la 20e année des révoltes sociales de l'automne 2005, après qui était la dernière révolte politique en France. Rappelez-vous ce qui s'était joué à Clichy-Montfermeil. J'organise une exposition du 29 au 31. Juste, je vous dis, voilà, après je vous donne l'adresse. Et des débats du 4 au 7 novembre à Paris et à Aubervilliers sur qu'est-ce qui s'est joué en 2005. Le lendemain, comment se fait-il que la police soit devenue l'unique représentant de l'État dans ces quartiers-là? Le surlendemain encore, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen dans une république inégalitaire? Et le dernier, quel est l'avenir des banlieues populaires? Il suffit d'aller sur une adresse qui s'appelle, pour avoir les informations, Les Abîmés de la République. Ça s'appelle Les Abîmés de la République, l'événement. Abîmés, tout en un mot, abîmés et un e.e.s de la République@gmail.com. J'espère que voilà, l'idée c'est de mettre en débat les banlieues populaires parce que je tiens à rappeler que ça n'a plus été débattu au Parlement depuis 2000. Il n'y a plus de débat au Parlement. J'isole les débats sur l'islamisme, la drogue, le communautarisme, toutes ces choses-là. Voilà, donc les abîmés de la République @gmail.com. Je pense que, en fait, vous êtes face à un énorme défi. Ce défi, il est celui-là. Le logement est l'angle mort de toutes les politiques publiques en France. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je vous disais que je travaille sur l'extrême droite. Et j'ai découvert, par exemple, que le contrat de ville de Beaucaire, c'est une commune dirigée par l'extrême droite depuis 2014 dans le Gard, le contrat de ville a été signé que par 2 représentants, ce qui n'est jamais arrivé.
l'État, à travers la préfecture du Gard, et la ville de Beaucaire. C'est-à-dire que ni la région, ni les administrations, je pense à la CAF, je pense à France Travail, je pense également au département du Gard, qui est un département qui est en charge des politiques sociales, je pense à la région Occitanie. Personne n'a signé ce contrat de ville. Et qu'est-ce que je lis dans ce contrat de ville? Il y a uniquement... L'extrême droite n'a pas de politique de la ville. Et de toute façon, elle conteste la politique de la ville. Or, le contrat a été signé et validé. Et dans ce contrat de ville, il n'y a rien sur la question sociale, rien sur la question du logement, rien sur les questions éducatives. Il n'y a que des éléments concernant les questions de sécurité. Et quand l'État central, finalement, donne comme unique signal en matière de politique de la ville et donc du logement le fait que la sécurité soumet est au-dessus de toutes les politiques publiques, je pense que tout ça, ça traduit finalement l'idéologie qui actuellement porte, qui est portée. Et je crois que vous avez raison de lutter contre les démolitions, vous avez raison de lutter contre le logement, mais je pense que les mobilisations, elles doivent vraiment être massives et surtout ne pas être... évidemment, c'est dans les quartiers populaires que se trouvent les personnes les plus reléguées, les personnes finalement les plus neutralisées. Mais en même temps, c'est aussi dans les métropoles. Une ville comme Paris, où j'ai travaillé sur son urbanisme, c'est une ville où la question du logement est décisive. On parle souvent de la banlieue populaire, mais on oublie par exemple qu'un observatoire, l'Observatoire des inégalités, a montré que 2 des quartiers les plus pauvres de France sont à Paris. Saint-Marthe et Clisson. On n'en parle pas parce que c'est des petits quartiers, c'est dans le 13e arrondissement parisien, mais c'est ce qu'on considère comme des kystes à l'échelle de la ville. C'est-à-dire que toutes les villes sont concernées. Et moi, je pense qu'une mobilisation est porteuse dès lors qu'elle draine derrière elle tous les collectifs. Parce que si les collectifs, finalement, n'entraînent que les banlieues populaires, j'ai malheureusement, c'est peut-être parce que je suis hyper pessimiste, tendance à croire que ça ne sera pas audible. Par contre, si vous citiez des éléments concernant les demandeurs de logement, à Paris, on en est à 265 000 demandes. Paris intramuros, je ne compte pas la banlieue. 265 000 personnes qui sont en attente d'un logement social à Paris. Quand on sait que Paris, il y a des gens qui ont un dossier qui porte jusqu'à 20 ans, vous devinez finalement les enjeux qui sont traduits là-dedans. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je vais peut-être compléter avec d'autres questions. Merci pour toutes ces questions. Sur les mesures, en fait, les mesures pour les municipales, la France Insoumise a publié 46 mesures pour les municipales. Je ne vais pas toutes les citer, mais peut-être juste... il y a un levier qui est le plan local d'urbanisme, qui est un outil à disposition des mairies pour dire qu'est-ce qui doit être construit où. Et ça, donc, c'est un levier important. L'anonymisation des demandes HLM, ça fait partie des mesures programmatiques et donc ça devrait être dans tous les programmes des candidats insoumis, insoumises partout en France. Il y a des leviers qui existent déjà dans les municipalités, c'est notamment le droit de préemption. C'est-à-dire que quand vous avez un immeuble qui est mis en vente dans une ville, eh ben la mairie elle est prioritaire si elle veut l'acheter, elle a priorité, elle doit l'acheter. Il y a la loi de réquisition, alors qui est difficile à mettre en œuvre, mais certaines rares mairies ont réussi. Donc réquisition qui, attention, ça ne veut pas dire on exproprie la réquisition, hein. Ça veut dire qu'on force à louer, en fait. Et ça permet de lutter contre donc, la vacance, même si concrètement, encore une fois, elle est difficile à mettre en œuvre, mais des élus... C'est important ce que vous dites, parce que surtout pour les immeubles vides. Oui, parce que la vacance, on n'en a pas parlé là, mais fait partie... Je parle de réquisition. Oui. Mais les immeubles vacants participent à la crise du logement, évidemment, parce que c'est des logements en moins, et donc ça contribue à la raréfaction de l'offre.
Et donc il y a la taxe sur les logements vacants, mais il y a aussi l'outil de la réquisition, donc qui est trop peu utilisé. Et attention, parce que moi des fois quand j'en parle à Bruxelles, on me dit ouh là là, la réquisition, non mais ça va pas là, c'est l'URSS. Non, c'est forcer à louer, c'est forcer le propriétaire à toucher un loyer, donc à toucher de l'argent, donc ça va. Hein, et la réquisition, c'est pas une mesure aussi, attention à la limite, contre le droit de propriété, c'est contre les abus du droit de propriété et contre le droit de ne rien faire de sa propriété, en fait. C'est ça. Peut-être la question de Zora, les agréments dont tu parlais, ils sont donnés par c'est l'État en fait via les préfectures. Et juste, puisque j'ai pas été claire en fait, je vais pas sur ce qu'on essaye d'organiser à Bruxelles. Je pense que la bataille, on doit la mener à tous les niveaux. On la mène au niveau municipal et des élections. On la mène sur le terrain en accompagnant les luttes qui ont été très bien décrites par Diangou. Et on la mène aussi, nous, à l'échelle européenne. Et en fait, à l'échelle européenne, en tant que député européen, tu pourrais dire, moi, ma façon de mener la bataille, c'est d'écrire des amendements, de faire des négociations, de faire du travail parlementaire, législatif, classique. Je le fais, on le fait. On fait tous le taf à ce niveau-là. Mais dans le contexte politique où on a un rapport de force, un équilibre politique à l'intérieur du Parlement qui nous est clairement défavorable. C'était compliqué déjà avant au dernier mandat. Mais là, il y a 3 groupes d'extrême droite. Il faut s'imaginer, nous, on est tout à gauche de l'hémicycle. En face, le camembert, il est beaucoup occupé et de façon beaucoup plus large par les groupes qui sont tout à droite de l'hémicycle. Il y a 3 groupes d'extrême droite. Un groupe de droite traditionnel qui, quand il se rajoute avec l'extrême droite, fait une majorité. Donc, n'a plus besoin d'aller trouver une majorité sur sa gauche. Hein. Bref, tout ça fait que pour gagner, on ne le fera pas tout seul. Si on veut arracher des choses, moi, dans le dernier mandat, j'avais réussi à arracher avec d'autres, et avant tout avec la participation des premiers concernés, une directive pour les travailleurs ubérisés. On est sur un tout autre domaine, hein, mais le point commun, c'est que si on a réussi à arracher quelque chose dans une Union européenne qui pouvait, a priori, de tous les points de vue, être considéré comme hostile, c'est grâce à l'irruption de la mobilisation des principaux concernés. Ça les arrange là-bas à Bruxelles que les gens ne comprennent rien. Souvent tout est fait exprès pour qu'on n'y comprenne rien, pour qu'on s'en mêle pas, pour que les députés soient déconnectés des gens qui les ont élus. Vous savez, moi, mon collègue François Picmal, qui est député de Toulouse, s'il ne vote pas bien à l'Assemblée nationale, il va se faire engueuler sur le marché le dimanche matin ou à sa permanence. Quand on est député européen, notre circonscription, c'est la France, ou c'est notre pays partout. Ce qui fait que vous pouvez passer 5 ans sans du tout avoir affaire aux citoyens, sans qu'il y ait aucun contrôle citoyen. Et on a les citoyens très éloignés, et à côté de ça, d'autres qui sont, par contre, comme à la maison, qui écrivent directement la loi ou à minima qui influent fortement sur le processus législatif, c'est les lobbies, les représentants des intérêts, et notamment du marché de l'immobilier, des banques, de la construction, des gens qui sont des adversaires du droit au logement, des gens qui permettent la crise du logement, parce qu'ils considèrent le logement comme un actif financier, un truc sur lequel on se fait de l'argent. Et donc, si on veut gagner le rapport de force à l'échelle de Bruxelles, la première chose, et je l'ai expérimenté, donc c'est pour ça que je vous dis que ça marche quand on le fait, parce qu'il y a tellement peu de citoyens, il y a tellement peu des principaux concernés, que quand on arrive à construire une force collective qui intervient là où on ne l'attend pas, là où personne l'attend, quand on met dans une même salle des gens qui vont raconter ce que Diangou a vécu et a construit, mais avec des Espagnols qui, grâce à l'interprétation, des gens qui traduisent en direct, vous mettez des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Suédois, des Français qui racontent tous la même chose, chacun dans leur langue, et qui tout d'un coup disent « Et la Commission européenne, nous aussi on va faire pression sur toi ». Et maintenant, si tu vas faire un plan d'action sur le logement, il faut que ce soit un plan d'action pour les locataires. Et voici nos demandes. Et donc, c'est ce qu'on est. On a pour ambition de construire dans les mois qui viennent à Bruxelles, avec un premier rendez-vous qui sera le 16 octobre. Donc, on aura plus d'une centaine de militants du droit au logement, de terrain, d'habitants, de locataires de toute l'Europe, qui devraient déboucher sur un manifeste. Donc, et l'objectif est vraiment le rapport de force. C'est la clé. C'est la mobilisation, le rapport de force, et c'est valable sur le terrain localement, mais c'est aussi valable dans les institutions comme ça qui peuvent paraître très très éloignées et qui sont les institutions européennes, l'Union européenne. Voilà, merci à tous, et donc prochain rendez-vous les municipales aussi.
partout. Un grand merci à Hassan Belbessous, à Diangou Traoré pour vos passionnantes prises de parole. Ce n'est qu'un début.